Alors, je vais me présenter dans un premier temps. Je m'appelle Laurence Dulon. Je suis française, mariée, mère d'un jeune homme étudiant dans une université scientifique. J'étais jeune, une élève studieuse, motivée par la connaissance. J'ai fait des études supérieures qui se sont réparties en deux morceaux, une classe préparatoire. Ensuite, j'ai passé un concours, c'est très français, hein, désolée. Et puis, j'ai intégré une école de commerce. Dans cette école, au cours d'un stage, j'ai décidé de m'orienter dans le domaine des ressources humaines. J'ai, depuis que j'ai commencé à travailler, occupé différents postes à responsabilité au sein de PME, de grands groupes et au sein d'une entreprise du CAC 40. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu gros comme structure. Je possède une vision à multiples facettes, manager, salarié doué, manager. J'ai été DRH durant à peu près 8 ans de structures de 600-700 personnes, unité technique plutôt. J'ai été expert RH dans le domaine de la formation professionnelle, puis dans l'accompagnement professionnel des adultes en entreprise et dans le pilotage de leur carrière, et enfin dans la gestion de projet. Ma vie professionnelle n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J'ai compris pourquoi à 47 ans, lorsque j'ai découvert ma douance. Depuis, je consacre une partie de mon temps de loisir, de mon temps perso, à aider bénévolement des personnes douées en poste ou en recherche d'emploi, parfois en situation de risques psychosociaux, voire même dans des procédures de licenciement ou de sanctions disciplinaires. Je fais également connaître le sujet de la douance dans les entreprises pour que les enfants, qui seront les adultes de demain, et les jeunes adultes, dirons-nous, puissent évoluer dans le monde de l'entreprise sans se cacher et sans cacher leur douance, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas des personnes qui sont un peu plus avancées en âge comme moi. Et enfin, je suis membre de Mensa France. Je remercie Thierry de m'avoir invité ce soir. Son implication permet à Mensa Belgique de rayonner dans le monde entier, je crois, avec des personnes connectées depuis de nombreux pays, voire tous les continents. Donc, je vous salue toutes et tous. En introduction, nous allons évoquer un certain nombre de facteurs qui contribuent à ce qu'un individu déploie son meilleur potentiel en entreprise, qu'il présente un HQI ou non. Alors, j'utilise le terme HQI parce que c'est peut-être un petit peu moins source de discussion que HPI. Bon, HQI, c'est haut QI, donc c'est un QI qui est vu sur une échelle c'est une personne qui a passé un test et qui a validé un QI au-dessus d'une moyenne par rapport aux personnes de son âge. Voilà, je resterai sur cette notion de HQI. Donc, dans les facteurs que j'évoquais tout de suite, le bien-être au travail en fait partie. L'entreprise, via sa politique RH, peut déployer un certain nombre de leviers sur ces facteurs. L'individu, lui aussi, dispose de certains leviers, qu'ils soient HQI ou non. Nous allons étudier ici ces leviers sous le prisme plutôt du HQI, puisque nous sommes à Mensa Belgique. Les dirigeants et les RH pourront découvrir ce que l'individu présentant un HQI peut apporter à l'entreprise et trouveront des pistes, espérons, pour améliorer le bien-être au travail. De leur côté, les collaborateurs présentant un HQI bénéficieront de conseils. Vous avez donc une structure qui est décomposée en deux parties. Sur ce thème, donc HQI et travail, nous allons aujourd'hui, ce soir, parler des aspects RH et notamment qualité de vie au travail, focus sur le HQI, comme vous le voyez en titre. Pour faire un petit prisme de départ, donc, et évoquer rapidement les conditions de travail, la douance expose les individus à des risques psychosociaux spécifiques parce que la confrontation d'intelligence et de processus cognitifs
qualitativement et fondamentalement différents génèrent des incompréhensions au travail. Ça peut ne pas arriver, bien évidemment. Ça, c'est idéal, mais il faut être conscient de cet écueil qui peut survenir dans les parcours des uns et des autres. Un petit prisme sur la notion de qualité de vie au travail. La douance génère des besoins spécifiques et permettre de prendre conscience de ses capacités et de son potentiel, c'est permettre à un individu doué de se réaliser, de s'épanouir et de trouver sa place. Alors, en France, il y a eu, c'est en 2013, régulièrement une mise à jour d'une ANI, qui est un sigle dont je ne me souviens plus de ce que veut dire l'acronyme, mais qui est un accord national interprofessionnel, en gros, qui peut donc s'appliquer à toutes les professions et qui dit que chaque individu peut se réaliser au travail, dont les individus HQI. Nous allons entamer cette présentation. Alors, je clique et je ne réussis point à avancer au niveau du diaporama. Tu peux essayer des flèches sur ton clavier, peut-être? Oui, j'ai des flèches. Oui. Je clique sur toutes les flèches et je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. J'ai cliqué ailleurs, pas sur une flèche et ça marche. Alors, donc, nous avons tout à l'heure évoqué les facteurs qui contribuent à ce qu'un individu puisse réaliser son potentiel en entreprise. Nous avons donc déjà traité ce sujet. Je vous disais deux parties. Le côté employeur. Alors, un employeur, c'est trois organismes. Soit c'est une entreprise, soit c'est une administration, soit c'est une association. Alors, dans le terme administration, il peut y avoir des administrations qui sont plutôt structures étatiques, des structures également hospitalières et des structures, on va dire, en lien avec la vie en société, donc des mairies, des communes, des communautés de communes, enfin, voilà. Donc, les employeurs seront toujours, en fait, un de ces trois morceaux, entreprise, administration ou association. Nous allons étudier plusieurs points qui sont listés ici. Donc, les constats, les pratiques RH, une petite explication pour des dirigeants et des RH de que peut apporter une personne dotée d'un OQI. Nous regarderons quelle politique RH mener et nous terminerons par le bien-être du HQI. Ça refonctionne, c'est formidable. Alors, côté employeur, quels sont les constats? Les organisations ont des besoins. Leur objectif est d'éviter toute erreur de recrutement dans un premier temps, donc de minimiser les risques de recrutement. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement sociétal, dirons-nous, qui fait que les personnes entre 30 et 40 ans sont vraiment survalorisées, très convoitées. On peut élargir un peu la fourchette entre 28 et 45 ans, mais les jeunes qui commencent à travailler et les seniors intéressent parfois un peu moins les structures employeuses. Donc, les organisations souhaitent minimiser les risques de recrutement quand elles font des dépenses pour recruter une personne qui va intégrer la société. Elles sont à la recherche de profils polyvalents, très souvent, qui permettront aux individus recrutés de s'adapter et qui vont pouvoir fonctionner par projet, par mode projet, qui vont travailler de plus en plus en collectif, qui vont s'adapter aussi aux besoins des clients et du marché, parce que n'oublions jamais qu'une entreprise vit quand même
avec des fonds. Donc, si c'est une organisation, si c'est une association, elle vit avec des dons. Si c'est une entreprise, elle vit avec des clients. Donc, globalement, nous avons tous et toutes des clients face à nous. Donc, la recherche d'un profil polyvalent. Pour ce profil polyvalent, souvent les entreprises misent sur des compétences comportementales, ce qui s'appelle, dans un jargon RH que je vous fais partager, des soft skills, un franglais. Bon. Alors, les soft skills, ce sont des compétences molles, comme vous l'avez traduit, qui sont souvent à comparer aux compétences métiers et qui sont souvent, et de plus en plus, survalorisées aujourd'hui, alors que les compétences métiers sont quand même évidemment très structurantes et importantes. Une entreprise cherche à éviter et réduire même le turnover des personnes. Une fois qu'elle a recruté quelqu'un, elle souhaite garder cette personne-là. Elle souhaite sensibiliser et fidéliser les équipes avec des collaborateurs disposant de valeurs d'engagement, de fiabilité, de loyauté. Elles vont ensuite, idéalement, appuyer sur un bouton et, quand elles le souhaiteront, pouvoir avoir, quand il y a un besoin, un nom en face. Donc, elles vont vouloir avoir la bonne personne à la bonne place. Elles sont, hélas, pour elles, confrontées à des obstacles parce que le monde du travail est un environnement aujourd'hui où il peut y avoir pas mal de demandes et toutes ces personnes qui sont, tous ces profils, on va dire, qui sont un peu convoités, peuvent avoir beaucoup de choix. Donc, à un certain moment, dans certains types de métiers, nous reviendrons peut-être dessus, donc l'entreprise a quelques obstacles, qui sont des obstacles internes et des obstacles externes. Alors, dans ces obstacles externes, les premiers peut-être à regarder parce qu'ils ne dépendent pas d'elles, il y a ces nouveaux entrants sur le marché du travail ou ces personnes qui ont déjà une expérience professionnelle et qui sont des personnes recherchées, qui ont le choix parmi des entreprises de petite ou de moyenne taille qui peuvent vouloir avoir envie par souci, par valeur, par conviction de travailler dans le domaine, par exemple, associatif, parce qu'elles vont plus retrouver du sens. Nous reviendrons sur ce point qui est important après. Donc, en fait, aujourd'hui, dans un environnement qui permet un éventail très grand de choix, et dans un marché du travail mondialisé, vous pouvez avoir des personnes qui s'exportent, qui ne restent pas dans leur pays pour travailler et qui vont choisir. Donc ça, ce n'est pas toujours évidemment pratique pour l'employeur. Hein. Et l'autre obstacle externe auquel peuvent avoir, auquel doivent faire face, disons, les employeurs, c'est des futurs recrutés ou des gens qui pourraient des profils qui pourraient les intéresser, qui vont se montrer exigeants et opportunistes, parfois comme les recruteurs. Donc, ils pourront avoir plusieurs possibilités de postes sur le feu et puis choisir et avancer sur 2 opportunités de poste en même temps et finalement se décider à la dernière minute et faire des déçus. Hein. Donc, voilà, les deux points les plus prégnants en externe, ce seront les exigences en fait un petit peu des candidats. En interne, les employeurs peuvent subir des choses qu'ils ont eux-mêmes créées. C'est-à-dire que la politique RH, notamment, n'est pas toujours idéale pour le candidat recruté. À savoir que les personnes recrutées ne sont pas toujours bien accompagnées à l'entrée. Il y a un mot anglais également, franglais, hein, qui s'appelle le onboarding, qui vient en ce moment sur le dessus de la scène un petit peu. Et managers et filières RH ont vraiment intérêt à travailler ce sujet parce qu'une fois qu'une personne est recrutée, il est important de l'accompagner, de l'aider à se sentir bien dans l'entreprise,
à connaître les valeurs, les codes de l'entreprise et à pouvoir permettre un vrai bon tandem. Ça dépend vraiment de l'interne. Deuxième petit écueil interne à l'entreprise, ce sont que les entreprises, les organisations ne s'occupent pas toujours de l'évolution des employés ou des collaborateurs qui travaillent en leur sein, comme ces derniers le souhaiteraient. Parce que comme ils ont été un petit peu chouchoutés, vous l'avez compris au début, eh bien, ils aimeraient que ça reste comme ça tout au long de leur parcours. Et s'il y a des choses qui, à un moment, ne leur conviennent pas, eh bien, ils peuvent avoir des gestes parfois un petit peu définitifs et vouloir quitter la structure dans laquelle ils sont. Ce qui permet à ces personnes de trouver l'air un petit peu, ou l'herbe un petit peu plus verte ailleurs, donc de ne pas faire fructifier en fait leurs compétences au sein de l'entreprise. Et les entreprises vont évidemment souffrir de cette inadéquation parce qu'à un moment, le turnover peut être bon, certes, mais vous avez investi, vous avez misé sur des compétences, sur des personnes, vous les avez formées parfois, vous les avez accompagnées, peut-être pas suffisamment, mais quand même un peu, et puis les personnes partent. Donc là, ce n'est pas tout bénéfice pour l'entreprise. Donc, sur cet élément interne, elles ont parfois aussi un défaut, on va dire, d'écoute et de proposition de parcours en termes d'opportunités, de promotion ou même simplement de mobilité géographique ou de mobilité fonctionnelle où quelqu'un à un moment voit un poste pour être intéressé pour postuler et puis en fait la personne pourrait ne pas convenir mais elle s'en rendrait compte elle-même mais l'occasion ne lui est pas donnée. Et là, la personne peut le déplorer parce que personne ne l'avait reçu, personne ne lui en a parlé. Elle va trouver ça dommageable et du coup, elle va peut-être avoir une envie de partir ou elle va peut-être sur un coup de tête prendre une décision qui ne conviendra pas à l'employeur et qui sera même dommage peut-être pour elle-même aussi. Donc, au final, vous voyez que entre les besoins et les obstacles, vous vous retrouvez dans une entreprise à avoir une expérience salariée qui n'est pas toujours idéale. Alors, je vais vous faire un petit point sur l'expérience salariée parce que nous parlons beaucoup depuis une dizaine d'années de l'expérience client et toutes les entreprises sont très soucieuses de ce qui se passe pour leurs clients, font des sondages, font des baromètres, etc. Mais le salarié est un client interne. Lorsqu'il a un service RH, eh bien, il peut lui aussi être un client de ce dit service RH. Donc, vous avez depuis quelques années une tendance à avoir des services quand les entreprises sont de grosse taille et structurées avec un certain nombre de moyens. Donc, vous avez des services qui s'occupent de l'expérience salariée. Et ça peut être intéressant parce que du coup, l'entreprise va se mettre en mode un peu plus écoute, grande oreille du salarié. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, que les moyens ne sont pas toujours non plus énormes au niveau de ces fonctions support, que sont les fonctions RH, fonctions support dans lesquelles je travaille. Hein, donc, il y a plutôt tendance à réduire les fonctions support plutôt qu'à les augmenter. Eh bien, en conclusion, vous avez finalement un vivier de talents qui peut être sous-utilisé. Talents composés de HQI ou de non-HQI. Je voulais noter ce vivier de talents sous forme de pépites ou de diamants qui sont donc des personnes un petit peu cachées qui ne seront pas connues ou pas détectées à un moment. Et je vous disais tout à l'heure, hein, HQI ou non. Donc, pour remédier à ces personnes qui sont finalement un petit peu cachées et qui pourraient sortir un petit peu du bois, il y a deux choses à faire. C'est revisiter les trois piliers, on va dire, qui concernent notamment le HQI, puisque nous sommes quand même sur le prisme
Mensa, hein. Donc, 3 piliers de la politique RH sous le prisme de la douance qui sont la gestion des talents, la diversité, l'inclusion et la qualité de vie au travail, sujet que nous évoquons aujourd'hui. L'entreprise a vraiment des latitudes pour travailler ces 3 domaines. Et le sujet qui est le plus simple, peut-être pour elle à envisager, c'est de mettre en place une politique RH individualisée qui prend en compte le talent, le potentiel, les résultats et les motivations des collaborateurs, de tous les collaborateurs et évidemment en particulier des HQI. Nous allons donc maintenant regarder un petit peu l'angle HQI et pour un dirigeant et un RH, quels sont les apports potentiels d'un HQI? Je n'ai pas tout listé. Nous avons pris quatre points en échangeant avec Thierry. Donc, un HQI, ce sont des performances cognitives hors normes, une aptitude à relever des challenges et à gérer des projets complexes, des capacités d'apprentissage, souvent une soif d'apprentissage, une capacité aussi à trouver les informations seul. Enfin, voilà, c'est mis sous cette grosse bulle de capacité d'apprentissage, ce qui, au final, revient à avoir au quotidien des personnes qui vont permettre une augmentation très significative de la productivité des entreprises. Pour faire un petit zoom, Steven Verbeek, avec qui nous avons dans le passé, c'est noté à la fin, vous verrez dans les publications dans lesquelles j'ai participé. Donc, Steven Verbeek est médecin du travail et nous avons réalisé un poster pour le Congrès des médecins du travail de Paris en 2016. Il pourrait vous parler de son expérience en tant que médecin du travail et vous dire que parfois, il reçoit dans son cabinet des personnes qui assument 3 postes. Donc, évidemment, les personnes se mettent un peu en danger. Nous allons revenir sur ce sujet-là après, parce qu'elles travaillent comme des folles. Bon. Mais l'employeur ne se rend pas compte, parce que la personne ne se plaint pas, que la personne tient 3 postes ou 2 postes. Il faut que la personne soit en congé maternité ou ait un souci de santé, voire un burn-out, un burn-out, pardon. Revenir sur la question du burn-out après, ou peut-être qu'elle puisse s'ennuyer un moment et qu'elle décide de changer de poste. Et là, à l'occasion du changement de poste, l'employeur découvre qu'il n'est pas possible de remplacer la personne par une, mais qu'il faut plusieurs profils. Et là, l'employeur se dit « Ah ben zut, c'était quand même une personne qui sortait de la norme, mais il ne s'en était pas rendu compte quand elle était en poste. » Donc, vous allez voir que l'augmentation de la productivité vient des composantes que nous avons listées un petit peu auparavant, mais que le fait de penser un petit peu différemment au niveau cognitif, d'être un petit peu finalement en avance, de sentir les choses aussi et de faire des connexions que d'autres collègues n'ont pas pensé à faire ou n'ont pas tendance à faire et d'avoir un esprit qui fonctionne aussi au quotidien, de mettre un sujet dans la tête à un moment ou à un autre et puis finalement de revenir avec une solution, de la proposer, ça peut permettre de gagner beaucoup en productivité au sein des structures et c'est vraiment un point à avoir en tête. Alors, cette augmentation de la productivité, elle est vraiment très, très variable selon les profils des uns et des autres, mais elle est souvent un facteur commun de la particularité et de la concrétisation du HQI. Il peut aussi être un peu plus catalyseur, si vous voulez, de bonnes idées au sein d'un collectif. Donc, nous allons voir ces points-là un peu plus en détail.
quelle politique RH mener quand vous savez que ces personnes peuvent vous faire gagner du temps, de l'argent, peuvent avoir un certain nombre d'idées à mettre en œuvre? Eh bien, c'est tout simple. Là aussi, c'est comme pour les autres salariés, c'est de recruter un pourcentage de ces talents, de les détecter si vous avez déjà une certaine structure, une certaine taille d'entreprise. Si vous êtes une grosse structure, vous avez obligatoirement 2% de HQI à l'intérieur, minimum, hein, de vos structures. Donc, l'idée, c'est de les débusquer s'ils sont un petit peu cachés. Vous avez également des personnes qui sont à accompagner de façon spécifique. Nous avons parlé tout à l'heure un petit peu du onboarding. Vous avez aussi donc des personnes qui sont déjà en poste et qui seront peut-être à accompagner parce qu'elles peuvent être à un moment en difficulté ou à accompagner autrement parce qu'elles vont vouloir aller plus vite et parce que, comme elles fonctionneront autrement et différemment des autres, dans un collectif, ça ne sera pas toujours très simple. Donc, c'est vraiment important d'être à leur écoute et de pouvoir faire du sur-mesure, idéalement. Le troisième point, si c'est possible, c'est de renforcer leurs atouts que nous avons vus. Alors, c'est aussi le cas pour tous les salariés, hein. C'est vraiment pour moi une pratique RH très simple qui se fait dans certaines entreprises et qui ne se fait pas du tout dans d'autres. J'ai récemment échangé avec quelqu'un qui est dans un très grand groupe et qui s'occupe de la gestion des talents et qui disait que dans leur entreprise, 80% du temps d'un RH doit être consacré à l'écoute des salariés. Ce n'est pas toujours le cas dans d'autres structures d'entreprise où vous pouvez avoir de grosses machines, entre guillemets, beaucoup de process, un petit peu lourds, des process parfois pour tout et rien, qui peuvent parfois incommoder certains profils, certains profils HQI et certains profils de salariés lambda, parce que parfois les profils de collaborateurs ont tellement de détails dans les process qu'ils en sont ennuyés. Bon. Donc, renforcer les atouts, ça c'est vraiment important. C'est comme dans les écoles aux États-Unis, hein, vous pouvez avoir des très grands sportifs qui sont dans des facs, alors qu'ils ne sont peut-être pas aussi intellectuels que quelqu'un qui détesterait le sport. Mais la conception américaine, c'est de miser déjà sur les atouts et après de renforcer le reste. Ce n'est pas de voir le petit truc qui ne va pas, la petite coquille, et d'essayer d'améliorer ça. Non, c'est déjà de partir des forces des uns et des autres et de les améliorer et après, à la marge, de voir ce qui peut être amélioré. Le quatrième point, en termes de politique RH à mener, c'est de mettre en adéquation le potentiel des HQI avec les besoins de votre entreprise dans des postes d'experts, par exemple, sur la cybersécurité, des postes de business analyst. Beaucoup de HQI travaillent dans l'informatique, évidemment. Ça peut être dans le développement, mais dans d'autres postes en informatique également. Ça peut être en recherche et développement, parce qu'il y a une certaine marge d'autonomie, une certaine capacité de réflexion avec du recul. Ça peut souvent être motivant d'être sur des choses nouvelles, de toujours se remettre en question. Et puis, le domaine dans lequel souvent excellent les HQI, c'est le management de projet. Alors, nous avons donc des salariés qui sont HQI, des non HQI. Et là, j'ai fait un petit zoom sur le bien-être du HQI parce que, nous l'avons vu tout à l'heure, ayant des besoins, des attentes différentes des autres salariés, ne sachant pas toujours ou n'osant pas toujours les exprimer, eh bien, nous pouvons rater de reconnaître les profils. Donc, le bien-être du HQI, dans deux étapes un petit peu spécifiques,
qui seront le recrutement et l'intégration. Et lorsqu'une personne est en poste, le repérage et l'accompagnement nécessitent des points de vigilance. Lorsque vous recrutez, que vous intégrez quelqu'un, ou lorsque vous avez déjà des DHQI en poste mais que vous ne le savez pas, vous avez tout intérêt à regarder de façon très détaillée 3 éléments. Le contenu du travail, l'ambiance de travail, la relation avec la hiérarchie et les collègues. Pour tout salarié, mais les HQI sont, comme ça s'exprime un peu souvent parfois, les colibris, les petits colibris ou les petits canaris des mines. Donc, ce sont des oiseaux qui, lorsque, par exemple, dans les mines, il y a un problème, un éboulement va arriver, les oiseaux s'enfuient. Et donc, les humains savaient, dans le passé, qu'il fallait vite remonter à la surface parce qu'il y allait avoir un problème. Les HQI au travail peuvent détecter les ambiances avant les autres collègues et ça peut être intéressant pour vous de les avoir eux en prisme parce qu'ils pourront vous aider à avoir des actions par rapport à la population globale des salariés que vous avez dans votre entreprise. Alors, donc nous parlions de façon un petit peu large de ces 3 points, le contenu du travail, l'ambiance de travail, la relation avec la hiérarchie et les collègues. La reconnaissance, c'est vraiment fondamental pour tout le monde. La reconnaissance, la première, c'est évidemment le salaire, mais ce n'est pas que l'argent non plus. Le fait de féliciter quelqu'un, de dire que c'est bien, de dire bravo, c'est vraiment quelque chose de très bête, très basique, mais qui est extrêmement important et qui n'est pas toujours réalisé ni favorisé. Vous avez aussi une reconnaissance toute simple, avec connaître le nom, le prénom de vos collaborateurs, connaître parfois des petites choses les concernant. Donc, ça, vraiment, c'est un fondamental. Nous ne reviendrons pas trop dessus. Je vais plus détailler les 3 éléments. Et je vous ferai un petit zoom sur les personnes douées managers parce qu'il peut y avoir un petit peu de particularité. Un manager HQI peut être un manager très agréable ou un manager très exigeant et ça peut être un peu compliqué parfois à vivre. Alors, sur cet aspect, ce premier aspect de contenu du travail, la douance implique souvent un besoin d'activité qui fait sens. Le HQI a besoin de se sentir utile, de comprendre la stratégie de la structure. Il a un besoin de cohérence et il a un besoin d'adéquation avec ses propres valeurs. Si c'est quelqu'un qui est très sensible à l'honnêteté, à l'intégrité, à la justice. Ça, souvent, ce sentiment de justice est quelque chose qui est vu dès l'école et qui est également important en entreprise. Il se dit très souvent qu'un enfant HQI a envie d'être délégué de classe pour défendre ses petits camarades. Eh bien, un adulte HQI pourra parfois se mettre en danger pour aller défendre des collègues parce qu'il voit une situation qui lui semble injuste. Donc, ça fait partie des valeurs qui sont importantes pour lui. Au niveau des tâches à réaliser, il a souvent besoin d'un certain niveau de complexité. Pour lui, ça va être un plus au niveau de son job. En 2015 est sorti un livre anglais qui a été traduit dans de nombreux pays qui parlait des bullshit jobs, les jobs à la con. Alors, les boulots à la con, il n'y en a pas que dans des activités un peu simples, si vous voulez. Un travail d'ouvrier pourra ne pas être un job à la con. Nous l'avons vu là en période de pandémie. Si nous n'avions pas eu de caissière dans les supermarchés, à part dans les supermarchés où il y a des scans et où nous pouvons devenir caissiers ou caissières nous-mêmes, le métier de caissier et de caissière était un métier vraiment indispensable qui a permis à beaucoup de personnes de conserver du lien social. C'était parfois pour des personnes âgées et des personnes seules, la seule personne que quelqu'un qui faisait ses courses voyait dans la journée. Et pourtant, ce sont des jobs très mal payés.
et des boulots qui pourraient être considérés comme des jobs à la con. Eh bien non, ils ont vraiment un sens. Et parfois, des métiers de cadre, parfois super bien payés, même des métiers de dirigeants, eh bien, peuvent être des jobs où le dirigeant ne voit pas toujours le sens, il est un peu courroie de transmission ou des postes de cadre, simplement, voilà, des postes administratifs peuvent être considérés comme finalement des bullshit jobs. Et en tout cas, les HQI n'aiment pas les boulots à la con. Donc pour eux, c'est vraiment important d'avoir du sens au travail. Alors, dans le contenu de leur travail, comme ils aiment quand même des activités un peu motivantes, excitantes, il est important pour eux de se surveiller. Ils ont 3 écueils à éviter. La surcharge mentale, appelée en termes franglais le burn-out. L'ennui, appelé en franglais le bore-out. Et l'absence de sens. C'est un nouveau concept, connu quand même depuis quelques années, qui s'appelle le brown-out. Alors, sur la surcharge mentale, comme je vous disais tout à l'heure, un HQI peut faire le job de 2, parfois 3 personnes. S'il a une vie un peu perso, une vie un peu sociale, qu'il peut avoir envie aussi de faire des choses dans ses loisirs, eh bien, il peut crouler sous les activités et notamment aux activités professionnelles, et il peut ne pas savoir s'arrêter. Donc, vraiment, il est important de les aider à ne pas se charger trop régulièrement et de ne pas en faire trop. Ils ont parfois aussi du mal à dire non. Donc, il faut qu'ils apprennent. Nous verrons cette partie-là sur l'évolution de l'individu, mais la structure peut aussi les aider parce qu'une fois qu'une personne est en burn-out, eh ben, elle sera absente pour un moment, elle aura besoin de se reconstruire, et là, ça sera du perdant-perdant. Donc, l'objectif dans du gagnant-gagnant, c'est d'éviter le burn-out. D'éviter aussi l'ennui, parce que quelqu'un qui va travailler plus vite que ses collègues n'osera pas toujours, surtout s'il travaille dans un open space, montrer qu'il a fini avant les autres. Donc, la personne va s'ennuyer. Et quand elle va s'ennuyer, elle va gamberger. En plus, si elle ne peut pas trop montrer elle va plus vite parce qu'elle a compris qu'il y avait un certain rythme, etc. Là, elle peut s'ennuyer. Et l'ennui peut avoir 2 conséquences. Alors, une sorte un peu de dépression, si vous voulez, légère, mais la personne ne sera pas bien dans son job. Et au fur et à mesure, finalement, elle va aller de moins en moins bien. Mais elle peut aussi perdre en performance parce qu'elle va ralentir le rythme, et elle peut enfin se dire que la meilleure solution, c'est peut-être de partir parce qu'elle s'ennuie trop, quoi. Et il y a des solutions, bien évidemment. Il est possible en l'écoutant, de lui proposer de faire des choses un petit peu annexes dans son activité professionnelle ou dans des choses un petit peu plus variées, ou si elle a des idées, de l'écouter et de voir ce qu'elle peut avoir à proposer. Mais l'ennui, c'est comme l'ennui de l'enfant à l'école, il n'est jamais bon. Et puis, le dernier B, on va dire, out connu, hein, le burn-out ou l'absence de sens, c'est vraiment ce que je vous expliquais en fait tout à l'heure un peu sur les bullshit jobs ou sur les boulots qui sont un petit peu à la con. Les HQI peuvent préférer finalement travailler dans un environnement où ils vont se retrouver en termes de valeurs et où ils vont vraiment avoir un lien avec d'autres ou, en fonction de leur profil, voir une utilisation concrète de leurs compétences quotidiennes. Le 12e point, c'est l'ambiance de travail. Alors, la douance est parfois corrélée à une hyperesthésie qui peut poser des soucis à certaines personnes douées. Vous avez des personnes qui pourront être gênées par tous leurs sens et d'autres personnes qui pourront être gênées seulement par un seul critère, le manque de lumière ou la surexposition à la lumière, les couleurs, le bruit des conversations téléphoniques. Lorsque vous êtes sur un plateau
notamment en open space, en très très grand environnement d'open space. Ces environnements d'open space ne sont pas des lieux tout à fait propices à l'épanouissement professionnel du HQI. Il y en a que ça ne gênera pas, ils vont réussir à se mettre dans leur bulle, mais d'autres qui seront vraiment mal à l'aise, qui auront besoin ou d'être en télétravail, par exemple, pour exercer certaines activités, parce que la concentration, sinon, ne sera pas au rendez-vous, ou bien qui auront besoin de réserver des créneaux avec des petites bulles au travail ou des salles de réunion pour pouvoir s'isoler et pouvoir réfléchir et ne pas entendre la conversation des collègues et ne pas finalement avoir une charge mentale qui sera augmentée parce que leur cerveau retient et intègre ce qui se dit à gauche et à droite de leur poste de travail. Ça, ce sont des éléments sur l'ambiance, on va dire un petit peu physique, hein, la partie un petit peu conditions de travail, et sur le troisième point, la relation avec la hiérarchie et les collègues de travail, c'est l'ambiance de travail, mais vue sous un autre prisme, sous le prisme un peu plus relationnel. L'humain est un individu social, nous le voyons là dans cette crise, c'est ce qui pose évidemment beaucoup de soucis d'être en confinement ou en télétravail 5 jours sur 5. Le lien avec les autres, le besoin de collectif est un besoin fondamental des mammifères et de l'espèce humaine en particulier. Alors, un HQI aimera avoir une hiérarchie qui voit et utilise ses qualités, qui écoute et répond à ses besoins, mais qui en même temps ne joue peut-être pas au Père Noël, ni à l'assistant social. Restons chacun dans le rôle qui est conféré par la structure et le cadre professionnel. Alors, elle est un petit peu ancienne, mais en 2012, au niveau de l'association de Mensa Hollande, une enquête a été réalisée avec des HQI qui ont décrit et esquissé l'ambiance idéale et le profil type du bon, entre guillemets, manager, parce que bon est un terme connoté, c'est un jugement, mais bon, du bon manager pour s'épanouir au travail. Cette personne fait preuve d'empathie, d'habileté relationnelle, d'une certaine éthique. Elle est accessible, ouverte, honnête et manifeste de l'intérêt pour ses employés. Cette personne accueille et reconnaît le caractère unique de son employé doué et des autres également. Elle fait preuve de flexibilité et ne s'inscrit pas dans des pratiques de contrôle. En gros, un HQI n'aime pas le petit chef qui va fliquer ce qu'il ou elle fait. Donc, une grande autonomie au travail est importante pour lui ou elle. Alors, donc, ce profil, on va dire, de bon manager crée un climat social dans lequel les employés doués s'épanouissent. Il facilite, motive, délègue, partage le succès et met en confiance ses employés. Il ou elle offre également un environnement structuré et des objectifs précis, respectant à la fois le besoin d'autonomie de l'employé doué et les intérêts de l'organisation. Il ou elle dispose d'une bonne expertise lui permettant de faire des retours précis et constructifs auprès de ses employés sans se sentir menacé par ces derniers. Donc, en fait, vous comprenez que ce qui est important, c'est de travailler dans un cadre avec beaucoup d'autonomie. L'entreprise, donc, doit veiller à ces points entre relations hiérarchiques et relations avec le collectif de travail. Je vous resynthétise, donc le besoin d'autonomie, l'approche axée résultat du HQI, l'intérêt pour les sujets variés, la pensée plus rapide et plus efficiente et le décalage parfois en termes d'expression des idées et de critique. Enfin, un faible intérêt pour les échanges sociaux peu utiles si non concrets et non sincères. Le HQI aime également souvent une exemplarité managériale
ça correspond également à ses valeurs. Alors, un zoom rapide maintenant sur les personnes douées managers. Pour faire un peu schématique, il y a deux types de HQI managers, ceux qui sont un peu cool et ceux qui vont être très contrôlants, très exigeants. Parce que, étant exigeants avec eux-mêmes, ils vont être exigeants avec les autres. Donc, il est important d'être vigilant pour que le manager HQI puisse travailler sur lui parce qu'il peut parfois être un petit peu tyrannique et avoir une exigence, avoir un besoin de récupérer de l'information à la minute ou dans des délais très rapides. Et après, le collaborateur, dirons-nous, ne voit pas toujours le résultat et il se dit, mais zut, moi j'ai eu une pression d'enfer. Pourquoi? Pour que finalement, mon chef n'utilise pas les éléments que je lui ai donnés aussi vite que je ne les lui ai fournis. Donc, il est vraiment important de pouvoir mettre le doigt sur cette pratique, en fait, un petit peu à contrôler et à freiner, donc d'exigences un petit peu fortes, de besoin parfois de contrôle, voire de difficultés à déléguer. Un HQI peut avoir des difficultés à déléguer. Vous avez, à contrario, un autre type de HQI qui sera plutôt cool, lui, qui fera confiance, qui fonctionnera avec des personnes qui sauront gérer leur autonomie, etc., mais qui pourrait avoir tendance à fonctionner avec des personnes comme lui ou elle, et à ne pas avoir l'habitude de travailler avec des personnes qui auront besoin de critères très précis et d'être très, très guidées, d'avoir un environnement très bordé. Des personnes qui ont besoin d'avancer vraiment pas à pas pourront ne pas être à l'aise avec ce type de management qui est assez finalement large, si vous voulez, et qui ne cadre pas suffisamment, qui ne borde pas assez des frontières parce que lui ou elle fonctionne comme ça et ne voit pas l'intérêt et ne comprend pas. Et donc, si une personne qui dépend de ce manager doué un petit peu, on va dire, cool, a besoin de cadres, eh ben, elle ne les trouvera pas. Et du coup, ça peut ne pas marcher. Donc, il est vraiment important, comme nous l'avons vu tout à l'heure, hein, de détecter les personnes douées parce qu'elles peuvent être à tout niveau de la hiérarchie et de pouvoir accompagner au mieux les managers pour qu'ils ou elles puissent donner le meilleur d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes pour que ça roule vraiment de façon fluide au niveau des équipes. Alors, nous allons passer maintenant du côté des collaborateurs qui présentent un HQI. Parce que nous avons vu tout à l'heure, donc des leviers existent du côté de l'entreprise, des leviers existent également du côté de la personne qui va chercher à un moment à travailler. Alors, je vais principalement parler des personnes qui sont donc chez des employeurs, qui sont donc ou des organisations socioproductives, comme on peut dire, donc des entreprises, des administrations ou des associations. Je ne vais pas évoquer l'individu qui travaille et qui est à son compte, qui est en freelance, qui est dirigeant de sa boîte, qui est patron de sa boîte. Ce n'est pas l'objet ici. Nous pourrons en reparler en salon si vous le souhaitez. Là, l'idée, c'est plutôt d'aider les personnes qui sont en poste ou qui veulent arriver dans une structure à être bien au travail. Le point le plus important sera de se connaître, de se questionner pour pouvoir choisir et s'intégrer. Alors, se connaître et se questionner, évidemment, cela passe déjà par un diagnostic, une détection de douance. Lorsqu'un individu sait qu'il est doué, il va pouvoir peut-être comprendre et revisiter, entre guillemets, son enfance, peut-être des éléments un peu personnels également, et mieux se connaître et aussi avancer sur des éléments
qui font partie de 3 composantes, l'aspect confiance en soi, l'aspect estime de soi et l'aspect image de soi. C'est important de travailler ces points-là en commençant à travailler ou en étant à la fin de ses études, juste, pour vraiment améliorer ces sujets. Alors, se questionner aussi un petit peu, et comme disait Socrate, de bien se connaître soi-même. Je ne suis pas psychologue, mais je crois qu'il y a vraiment 3 morceaux assez différents sur et souvent des méprises, si vous voulez, au niveau de la connaissance de soi-même. Des HQI peuvent croire qu'ils n'ont pas confiance en eux, alors qu'en réalité, ils auront une mauvaise image d'eux ou ils auront une mauvaise estime d'eux. Pour avoir une bonne connaissance de soi, eh bien, il y a un petit truc tout simple à faire. Si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est d'avoir un petit carnet et de noter 3 choses dont vous êtes fier, particulièrement fier dans votre journée. Vous alignez au fur et à mesure des jours les choses dont vous êtes content, même des petites choses, et vous verrez que vous avez de petites et de très grandes réalisations. Donc souvent, ce n'est pas la confiance en soi qui peut pêcher côté HQI. Ce qui peut être un petit peu difficile à vivre, c'est l'image de soi et l'estime de soi, puisque dans l'environnement scolaire, l'école, quand on est petit, puis l'environnement de faculté ou d'école un peu spécialisée, etc., peut révéler des différences entre un HQI et des condisciplines. Donc là, le HQI, qui sait qu'il est HQI, il sera peut-être aidé et accompagné, donc aura peut-être moins de difficultés, mais celui qui ne savait pas et qui découvre un peu tardivement qu'il a cette différence cognitive, eh bien, pourra ne pas s'aimer, c'est un petit peu l'estime de soi, et pourra également avoir une image de soi. L'image de soi, c'est ce que vous renvoient les autres, les parents, les frères et sœurs, la famille, les amis, ou simplement les autres élèves en école ou en collège ou en lycée pour le fonctionnement scolaire à la française. Donc, regardez ces points-là. Potentiellement, nous reviendrons sur ce sujet-là. Faites-vous aider, mais questionnez-vous et voyez quelles sont vos forces. Voyez quelles sont vos faiblesses. Partez déjà de vos forces pour les renforcer, comme on l'a vu tout à l'heure du côté entreprise, et voyez aussi ce qui est à améliorer chez vous pour pouvoir creuser, vous former tout seul ou dans l'entreprise sur certaines méthodes, sur ce que j'appelais tout à l'heure les soft skills, là, sur des comportements, sur les codes également. Vous allez comprendre quels sont vos besoins. Vous allez ensuite choisir et vous intégrer, parce qu'avec tous les éléments, et je reviens, pardon, je vous laissais sur un slide un petit peu, le slide générique, je vais donc plus avant, sur vos possibilités de choisir et de vous intégrer. Vous allez revenir sur les éléments que nous voyons pour les entreprises tout à l'heure, à savoir vos valeurs, vos besoins, vos attentes et vos valeurs. Nous en avons parlé un petit peu tout à l'heure, ça peut être l'intégrité. Il y en a pour qui c'est peut-être moins important. La justice. Si ces notions sont vraiment présentes pour vous, vous avez intérêt à ne pas travailler pour la mafia. Parce que si vous travaillez pour la mafia, je donne un exemple vraiment énorme, mais vous n'allez pas être heureux. Parce que là, vous allez vous dire, non, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont volés. Voilà, ça ne va pas du tout. Bon, vos besoins, nous allons revoir après un petit peu en termes d'attente, mais c'est déjà de cadrer où vous avez envie peut-être de travailler, dans quel secteur. Écoutez-vous, tendez-vous, parce que le champ des possibles est très grand, l'éventail très grand, donc vous pourrez choisir. Et plus
vous vous écoutez, mieux vous serez, plus vous serez, comme ça se dit, centré, entre guillemets, donc bien les deux pieds dans vos baskets, hein, pour faire un petit peu simple avec une image de sportif, mieux vous serez dans votre environnement professionnel. Donc, vos besoins, vous les écoutez, vous les listez, vous les connaissez et vous allez pouvoir ensuite potentiellement les exprimer ou tout au moins comprendre ce qui peut convenir quand vous allez rencontrer un recruteur. Alors, vous retrouvez en parallèle de la présentation tout à l'heure pour les entreprises vos attentes sur lesquelles réfléchir, le contenu du travail, l'ambiance de travail, la relation avec la hiérarchie et les collègues. Vous avez eu le prisme tout à l'heure qui vous a été expliqué de contenu de travail un petit peu motivant, l'ambiance de travail, les risques que vous pouvez avoir en termes de bore-out, de burn-out, la relation avec la hiérarchie et les collègues. Et donc, il est important pour vous de choisir ces éléments-là parce que vous aurez peut-être la possibilité d'avoir trois jobs dans trois types d'entreprises différentes. Et il est bien pour vous de prendre ce qui va vraiment correspondre à ce qui sera le mieux pour vous. Vous pouvez vous poser des questions comme est-ce que tout choix et renoncement, ça c'est un vrai sujet et un vrai souci pour les HQI. Donc il y a même un livre là-dessus, hein, choisir c'est renoncer. Donc comment choisir ou que choisir? Qu'est-ce qui sera mieux pour moi dans le choix? Comment déployer des idées innovantes ou comment est-ce que je pourrais être écoutée dans le métier que je vais pratiquer? Comment est-ce que je pourrais apprendre? Comment je pourrais tirer profit d'un challenge ou d'un projet complexe? Voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Il y en a d'autres, hein. Vous pouvez aussi, évidemment, vous interroger sur vos attentes par rapport à votre hiérarchie, vos collègues, et sur l'aspect financier et matériel. Donc, l'aspect financier est souvent un aspect peu important pour les HQI, mais à un moment, certains peuvent se comparer et se dire « diantre, mais c'est bien sûr, comment se fait-il que j'ai un écart de rémunération aussi grand avec mes collègues ou avec mes copains de fac ou d'école ou avec les gens qui sont dans mon réseau professionnel ?» Réfléchissez à ces éléments-là. Parce que si ces sujets-là ne sont pas importants pour vous, vous n'allez pas demander d'augmentation de salaire ou quand vous allez vous positionner sur le marché du travail, vous allez donner une fourchette peut-être basse de rémunération. L'entreprise, elle ne va pas, si vous proposez une fourchette basse, vous embaucher sur votre fourchette haute. Évidemment, vous avez donné un minimum, elle ne va pas non plus vous surpayer. Donc, il est important de bien calibrer votre souhait, votre demande. Alors après, sur des aspects matériels aussi, est-ce que vous avez besoin d'un temps partiel? Est-ce que vous avez besoin de travailler ou d'arriver peut-être plus tard le matin? On sait que certains HQI aiment plutôt arriver tard au travail et finir tard. Maintenant, vous êtes dans un environnement professionnel, donc tout n'est pas toujours simple. Donc, réfléchissez déjà à vos attentes et potentiellement, n'hésitez pas à les exprimer en entretien. Alors, je vais refaire un petit zoom après sur les postes de manager, mais pour aller dans la suite logique, si vous voulez, parce que en ayant réfléchi à qui vous êtes, à ce que vous voulez faire, vos attentes et dans quel environnement vous voulez travailler, vous allez être recruté et être la bonne personne au bon endroit. Donc, vous allez pouvoir, et ça c'est important aussi, vous entraîner aux entretiens, poser des questions, choisir et être choisi parce que bien sûr, tout le monde a besoin de payer ses factures, ses loyers, de pouvoir manger, mais il faut penser aussi que vous n'êtes pas que, entre guillemets, un objet qui est choisi pour ce qu'il est, pour ses compétences. Vous avez le choix également. Et il est important pour vous de vous positionner au bon endroit, au bon moment. Comme ça, tout ce qui se passera dans votre carrière sera plus fluide. Lorsque vous êtes recruté, que vous avez fait votre choix, plutôt petite structure, moyenne structure, plutôt je sais pas, je veux faire du caritatif, donc je vais bosser dans le domaine associatif. Renseignez-vous, hein, regardez. Il y a aujourd'hui
des sites comme Glassdoor où les employés notent leurs employeurs. Donc, vous pouvez regarder, vous pouvez vous renseigner. N'hésitez pas à frapper à différentes portes pour savoir ce que d'autres personnes peuvent penser lorsqu'ils sont dans telle ou telle structure. Et donc, une fois que vous avez choisi, que vous êtes intégré, il est important d'écouter, d'observer, de se taire. Ça, c'est parfois difficile pour certains, hein, de vous adapter aussi en fonction de votre environnement et de surveiller, entre guillemets, votre comportement, de créer votre réseau, de choisir votre hiérarchie et de travailler sur vous parce que tout humain travaille en interaction avec d'autres humains. Et comme vous ne serez pas seul, vous pourrez au moins avoir une action sur votre propre comportement alors que vous ne pourrez pas faire changer les autres. C'est comme ça globalement dans la vie. Donc si quelque chose ne va pas à un moment, vous vous écoutez, vous analysez, vous avez une intuition, hein, mais l'idée, c'est pas non plus de faire n'importe quoi. Tiens, j'ai eu une petite idée là à un moment. Non, mais il faut être aussi vigilant par rapport à un mental trop fort. Il faut vraiment être un petit peu à cheval sur les deux. Donc, d'écouter un moment, il y a quelque chose, vous sentez quelque chose, bon voilà, vous pouvez creuser, vous pouvez analyser, faire les pour les contre et vraiment de façon très rationnelle, faire vos choix. Je voulais juste revenir un petit peu sur le Zoom pour les postes de manager. C'est vraiment le pendant de ce que j'ai dit tout à l'heure pour les entreprises. Si vous savez que vous allez prendre un poste de manager, formez-vous et regardez quel type de manager vous êtes. Parce que parfois, vous allez aller trop vite, parfois, vous allez avoir des exigences avec vos collaborateurs. Tous n'ont pas notre rythme, hein. Et donc, vous allez avoir parfois tendance à demander trop de choses à des personnes qui ne peuvent pas aller à votre rythme. Ou alors, vous penserez déjà au cinquième coup, alors que la personne sera de façon plus linéaire à l'idée que vous avez lancée. Vous êtes un peu comme un billard avec plusieurs bandes, hein. Non, la personne, elle a besoin d'aller et d'avancer un pas après un pas. Donc, pensez aux autres et en même temps, pensez à vous. Pensez à déléguer, pensez à ne pas vous surcharger. Apprenez à déléguer. C'est extrêmement agréable de pouvoir avoir des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et cadrer les choses parce que de toute façon, toute personne, HQI ou non, aime travailler dans un environnement. Et ce que j'ai dit tout à l'heure pour les entreprises, ben, appliquez-le. Écoutez vos collaborateurs, soyez de grandes oreilles, tentez de voir ce qui les motive, ce sur quoi elles auront plus d'appétence et essayez finalement de mettre vos besoins en adéquation avec leur profil à eux ou elles. Donc, je vous disais tout à l'heure que parfois, vous êtes en poste, vous vous dites, tiens, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ou je ne suis pas bien, il se passe ci, il se passe ça, voilà. Et là, à un moment, vous dites, ben, j'ai envie que quelque chose change. Donc, ou moi, je vais changer, j'ai envie de creuser tel ou tel sujet. Donc, vous allez avoir envie de travailler sur vous. Ou bien vous allez dire, ben non, ça ne va pas. Moi, l'environnement doit changer. Oui, mais les collègues et la hiérarchie, elles ne changent pas. Si quelqu'un change dans un environnement, c'est nous. Donc, vous pouvez essayer de changer des choses par rapport, par exemple, à vos comportements ou par rapport à des activités où vous pouvez proposer des choses, mais vous pouvez très bien vous dire à un moment, ben voilà, moi finalement, j'ai essayé de faire changer l'environnement, je vais changer d'environnement parce que l'environnement ne me convient plus. Vous pourrez aussi avoir envie, pourquoi pas, de tout arrêter, de reprendre des études, c'est très très fréquent chez les HQI, d'avoir envie de partir pour changer complètement de vie, de repartir à zéro, pourquoi pas de vous mettre à votre compte, d'être en freelance. Il y a aussi un certain nombre de HQI qui sont ce qu'on appelle des slasheurs, c'est-à-dire qu'ils adorent avoir plusieurs activités en parallèle et vous pourriez être salarié quelque part, en même temps que vous avez votre activité d'indépendant, en même temps que vous faites du bénévolat. C'est très, très
valorisant pour l'estime de soi et l'image de soi, et c'est très souvent favorable pour éviter l'ennui. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Donc, vous écoutez, vous pouvez faire un bilan à un moment, seul ou accompagné. Vous avez un champ de possibles à étudier, vous avez à analyser, à décider. Et un petit conseil, c'est si vous prenez la décision de quitter votre poste, de penser à partir en bons termes ou dans les meilleurs termes possibles. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, ben non, là, de toute façon, moi, j'en ai marre, je pars en claquant la porte, ou vous faites un geste un petit peu rapide, vous décidez de démissionner. Oui, mais le monde est parfois petit. Vous pouvez retrouver des collègues, des gens qui étaient dans votre hiérarchie ou des gens qui étaient dans votre entreprise à un moment dans votre réseau ou en tant que client. Donc, pensez à votre image et pensez de toute façon à rester plutôt en bons termes plutôt que de partir en conflit. C'est parfois difficile, surtout si vous avez vécu des situations compliquées ou très injustes ou que vous avez été victime de comportements inappropriés, comme ça se dit dans certaines grosses structures, pour ne pas dire que vous avez vécu du harcèlement. Pensez à vraiment partir en bons termes et pensez également que si vous souhaitez aller à un point B, vous pouvez partir d'un point A en allant à un point A' et peut-être un point A3. Vous pouvez, dans un premier temps, rester en poste plutôt que de partir, par exemple, et avoir un job plus alimentaire et vous épanouir dans votre vie personnelle, et avoir des activités autres. Enfin, c'est ce qui est noté en champ des possibles. Le champ des possibles est grand. Alors, quand nous parlons de changer, l'idée est de revenir ensuite à la case précédente, choisir et m'intégrer, et à revenir quand vous êtes donc en entretien, donc à vous entraîner, à poser des questions pour que vous puissiez faire le bon choix, et aussi à avoir un discours positif par rapport à vous. Vous n'êtes pas avec un ami quand vous êtes en recrutement ou quand vous êtes en recrutement donc pour un premier poste ou pour une mobilité interne. Vous êtes en situation d'être scruté, d'être choisi et de choisir, nous l'avons dit tout à l'heure, mais vous n'allez pas raconter toute votre vie. Vous n'avez pas non plus intérêt à faire peur aux recruteurs en racontant trop de choses, en disant que vous avez fait 15 formations. Parfois, vous avez intérêt à éliminer des choses au niveau de votre CV pour avoir un CV un petit peu plus, entre guillemets, léger, mais qui fera un peu moins peur aux recruteurs. Et puis après, vous verrez qui vous êtes pourra être accepté. Et au fur et à mesure, vous pourrez vraiment peut-être dire qui vous êtes et vous dévoiler en tant que HQI. Mais vraiment, pensez positif, ne vous auto-dévalorisez pas, ne dites pas trop de choses, pensez à préparer votre discours, donc que ce soit, je disais, pour changer de poste, donc changer d'environnement, en interne ou en externe, ou pourquoi pas vouloir postuler pour refaire une nouvelle formation, vous allez à un moment ou à un autre être évalué et mettez vraiment tous les œufs dans votre panier et tous les atouts de votre côté. Pour terminer, donc, je vous évoquais tout à l'heure la possibilité de vous faire aider par un tiers externe. Vous avez des professionnels de santé, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes. Vous avez aussi des kinés, des thérapeutes pour vraiment être présents par rapport à votre corps, parce que nous savons que nous sommes très forts au niveau de notre mental, mais que souvent, nous ne sommes pas, pour certains, certains ne seraient pas à l'aise avec leur corps et certains, moi, je connais des HQI qui me disent « je n'aimerais être qu'esprit, mon corps me gêne ». Eh oui, mais nous sommes esprit et corps. Donc, il est important de travailler sur ces éléments-là avec un professionnel potentiellement, comme par exemple travailler l'accompagnement avec un bilan de compétences pour, comme tous les autres salariés, travailler vos compétences. Ce n'est pas parce que nous sommes HQI que nous pouvons nous départir d'un modèle qui serait différent des autres. Non, nous avons des compétences, nous devons les présenter et nous sommes dans
dans un marché du travail où 98% des personnes que nous côtoyons ne sont pas HQI. Donc, nous devons nous adapter au discours et aux compétences. Alors, aux compétences métiers, un peu aux compétences ou aux qualités. Hein, il y a des questions bateaux qu'il faut que vous prépariez, seul ou avec donc, un professionnel du bilan de compétences. Choisissez bien ces personnes-là, renseignez-vous, demandez des personnes, demandez des références, demandez à appeler des tiers. Et bien sûr, la personne qui vous sera donnée en tant que tiers sera un client, entre guillemets, ou un patient pour un psychologue qui sera quelqu'un qui dira du bien de la personne. Nous sommes clairs. Mais vous avez des réseaux sociaux aussi aujourd'hui. Regardez, renseignez-vous, interrogez et ne tombez pas dans les mains de professionnels qui n'ont pas de valeurs qui sont identiques aux vôtres. Il y a des professions qui sont normées, d'autres qui ne sont… Voilà, il y a des chartes de fonctionnement pour certaines professions, pas pour d'autres. Et un professionnel pourra fonctionner bien avec quelqu'un et moins bien avec quelqu'un d'autre. Et ça va également dans ce sens pour la profession de coach, hein, qui, selon les pays, n'est pas une profession qui est cadrée. Donc, peut être coach une personne qui s'auto-décrète coach ou une personne qui a fait 1 an de formation dans une fac validée par un diplôme quand même. Donc, vous avez différents niveaux de professionnels. Choisissez-les. Même si vous n'êtes pas bien à un moment, vous pouvez choisir la personne qui va vous accompagner. Vous allez la payer. Donc, vous avez tout intérêt à choisir. Soyez vigilants. Là encore, il n'y a pas que la personne qui vous choisit parce que vous n'êtes pas bien à un moment. Vous la choisissez aussi. Et enfin, petite alerte et petite vigilance par rapport à des associations ou des structures ou des entreprises qui pourraient avoir des connotations de dérive sectaire. Nous pouvons être des proies très faciles pour ces personnes. Il y a des questionnaires qui peuvent exister, qui sont quand même très connus. Donc, vigilance, ne tombez pas dans des griffes de personnes qui seraient des gourous. Vérifiez bien, je vous dis, comme conseil, c'est très simple, passez des coups de fil, renseignez-vous, regardez sur les réseaux sociaux, mais avant de vous engager dans un accompagnement, choisissez les personnes et renseignez-vous sur il ou elle. Et un bon professionnel vous donnera toujours des références. Ce sera le mauvais professionnel qui ne voudra pas le faire. Voilà. Et interviewez, renseignez-vous, c'est comme la démarche réseau. Pour conclure, le bien-être au travail est facteur de performance pour l'entreprise, nous l'avons vu, et pour les entreprises donc, et pour les HQI. Il n'existe pas de spécificité HQI. Ce qui s'applique à cette catégorie, entre guillemets, de personnes peut s'appliquer à tous les collaborateurs. Et enfin, une partie des leviers est dans la main des employeurs, une autre partie est dans la main des individus, à savoir vous et nous. Je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour répondre à des questions.